Franc-parler, Honoré Naum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous spécial sur l'émission Franc-parler de Radio Cotonou, la 94.3. C'est la rentrée gouvernementale au Bénin. De retour des congés, les ministres, lors de leur rencontre hebdomadaire, déposent sur la table un biscuit. Il s'agit de la revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. De quoi apporter un sourire à ceux qui sont concernés avec un impact évident autour d'eux. Le relevé du Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023, consulté par Radio Cotonou, présente les divers pourcentages appliqués selon les fourchettes de pension. Pour décortiquer cette actualité et les autres sujets qui ont retenu l'attention des autorités au plus haut niveau de notre pays, nous recevons dans nos murs le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Monsieur Wilfried Léandre Rongbedi, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour messieurs. Voilà, vous découvrez pour la première fois le studio de Radio Cotonou, bienvenue à vous. Merci. Alors, pour conduire cette émission spéciale, je suis accompagné de 2 ou 3 confrères. Cyprien Lokossou de Radio Nationale qui doit nous rejoindre d'ici là. Aristide Setti de Radio Tokpa, bonjour. Bonjour Honoré Benjamin Naum, bonjour porte-parole du gouvernement. D'accord. Et aussi Franck Romain Santana de BIP Radio, bonjour. Bonjour Naum. Alors monsieur le porte-parole, bonjour. Bonjour. Et merci de nous donner cette nouvelle occasion de nous adresser à vous, bien sûr au bénéfice des auditeurs ou des populations du Bénin. Le Conseil des ministres, le tout premier après les congés gouvernementaux, a décidé de revaloriser les pensions des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale. À l'entendre, on l'applaudit, mais quand on fait le calcul sur ce qui doit s'ajouter à ce que d'habitude ces assurés perçoivent, c'est pas grand-chose. Comment l'expliquez-vous? Vous êtes rabat-joie, monsieur Santana. Lisez les dispositions légales et voyez ce qui est prévu. Est-ce que nous avons fait en dehors de ce qui est prévu par la loi? Est-ce que nous avons fait moins que ce qui est prévu par la loi? Non, au contraire. Et nous sommes allés de 30% à 1% en fonction de la tranche à laquelle appartiennent les affiliés à la caisse, s'agissant de leur pension. Vous auriez peut-être aimé que nous procédions à un doublement ou à un triplement purement et simplement des pensions, mais tout cela obéit à des règles aussi, afin que la caisse soit pérenne. N'oubliez pas que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent la pension des inactifs, donc des retraités. Et ceux qui aujourd'hui sont en situation de retraité bénéficient de la force de travail de ceux qui sont là. Et le mécanisme de la prévoyance sociale veut que on fasse en sorte qu'il y ait un certain équilibre de cette caisse. C'est pour ça que partout, même dans les grands pays, vous voyez que souvent la question de la sécurité sociale est une question très sensible. Donc il faut faire en sorte que l'équilibre demeure afin que les actifs d'aujourd'hui puissent également avoir droit à leur pension de demain. Et pour nous au gouvernement, il était important dans tous les cas de faire en sorte que la justice sociale prévale au profit des retraités du secteur privé. Il ne vous a pas échappé que quand on a pris la décision de revaloriser les salaires pour compter de décembre 2022, on l'a également tout de suite fait pour les retraités de la fonction publique. Et vous devez vous souvenir, à l'époque, quand on a dit que les retraités avaient droit à 80% du montant de la revalorisation du point indiciaire, parce que c'est la loi qui l'a prévu ainsi, certains avaient trouvé que bon, c'était pas grand-chose. Mais c'est déjà ce que la loi a prévu et c'est ça qui est fait. Quand on a fait ça, jusqu'à présent, il fallait maintenant prendre les actes normatifs subséquents pour faire bénéficier de la mesure aux retraités du secteur privé. Raison pour laquelle, vous l'avez noté sans doute, nous avons indiqué qu'elle est rétroactive pour compter de janvier 2023. Donc les 9 mois passés. Pourquoi pas avant? Non, parce que ça a commencé en janvier pour la plupart, en dehors de décembre 2022 pour les travailleurs. Oui. Le SMIC, c'était à partir de janvier 2023. Oui. Voilà pourquoi ça part de janvier 2023. Oui. Et les 9 mois qui sont passés en 2023, ainsi que le DGCNSS l'a indiqué, sont des mois dus
qui vont être payés aux bénéficiaires pour compter de fin septembre 2023. Mais en économie, on dit 1 franc aujourd'hui vaut mieux que 100 francs demain. Mais c'est pour ça que nous faisons aujourd'hui et en même temps 9 mois de rappel pour ce qui est déjà passé. D'accord. Nous sommes donc dans cette situation-là où vous avez procédé, bien entendu, à l'augmentation un tant soit peu. Mais quand on prend la fourchette qui est la plus moindre, 31 200 francs pour un retraité, qu'est-ce que ça peut faire aujourd'hui à Cotonou? Oui, mais ça, c'est pas au gouvernement qu'il faut poser cette question. 31 200 francs pour un retraité, quelle est la source? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans au moins, ou qui a eu 60 ans depuis de nombreuses années maintenant qui est à la retraite. Et observez que nous étions même à 24 000. C'est la volonté du gouvernement de relever cela. Et faites le calcul pour voir le taux d'augmentation. Et vous verrez que, je disais tout à l'heure, pourquoi nous sommes allés même au-delà de ce qui est prévu. Donc, 31 200 francs, même 200 000, même 300 000 dans Cotonou, on sait ce que c'est aujourd'hui pour vivre. Mais qu'attendez-vous du gouvernement? Qu'il demande à tous ceux qui ont travaillé avant, les employeurs n'existant peut-être plus ou payant les cotisations pour d'autres, de reverser des compléments de cotisation pour permettre qu'aujourd'hui leur pension soit doublée, triplée, quadruplée? C'est pas possible. C'est Comme le Bénin prospère, il faut que cette prospérité soit partagée. Attention, monsieur Naoum, nous parlons ici des pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est des gens qui ont travaillé pour le secteur privé. Oui, tout à fait. C'est pas des fonctionnaires de l'État. Et c'est pas donc des gens pour lesquels la seule volonté du gouvernement permettrait de prendre un acte pour dire on revalorise leur pension de retraite. Si vous allez dans le privé, cela supposerait qu'il faut avoir revalorisé les cotisations faites par leurs employeurs avant, ce qui n'est pas le cas. Et en tout cas, nous sommes tenus à l'équilibre de la caisse afin que les générations actuelles et futures puissent également avoir droit à leur pension de retraite et aux rentes auxquelles ils peuvent s'attendre. D'accord. Nous allons poursuivre donc toujours sur ce volet. Il a été dit quelque part dans le relevé du Conseil des ministres que vous exhortez le secteur privé à procéder à une revalorisation des salaires de leurs employés. Pourquoi exhorter? Nous avons réitéré en fait cette exhortation parce qu'elle avait déjà eu lieu il y a 1 an à peu près à l'occasion de la revalorisation effectuée par le gouvernement lui-même. Et voilà qui me ramène à renchérir ce que je vous disais. Nous sommes avec le secteur privé sur lequel l'État n'a de prise que partiellement, modérément, je dirais même de façon insignifiante s'agissant de questions de salaire. Parce que c'est la politique interne au chef d'entreprise, à sa société de définir quels sont les niveaux de salaire qu'il applique à ses employeurs. Mais nous savons que tous les Béninois, qu'ils soient du public ou du privé, ils vont sur le marché. Et lorsque le gouvernement fait cette grande opération au profit des travailleurs du secteur public, ce qu'il peut faire, c'est de discuter avec le privé pour les exhorter à ce qui a commencé depuis. Et si nous réitérons maintenant cet appel, c'est parce que nous avons bien observé que depuis 10 mois maintenant, il y a des gens dans le privé qui l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. Mais il reste encore une bonne part qui ne l'a pas encore fait. Je connais des secteurs dans lesquels ils ont eu pour 6%, 12%, 10%, c'est selon. Mais on sait qu'il y a encore beaucoup d'autres qui n'ont pas encore fait. Et ce que nous voulons, c'est que justement cette dynamique profite à tout le monde, quel que soit le secteur auquel il appartient. Et c'est pour cette raison donc que ceux du privé qui ne l'ont pas encore fait ont fait l'objet de cette attention du gouvernement qui n'a fait que réitérer son appel à leur endroit afin que les efforts qu'ils peuvent faire, qu'ils les fassent au profit de leurs travailleurs. Donc on ne peut pas faire plus. Le gouvernement ne peut pas faire plus. Mais parce que vous aviez exhorté au départ. 1 an après, alors vous êtes encore dans l'exhortation. nous prenons un décret et nous fixons les salaires dans le privé. Et nous disons aux employeurs du privé désormais. C'est pas ce qu'on demande. La seule chose qu'on peut faire pour le privé, c'est par rapport au SMIC. Et le SMIC, en discutant avec les organisations patronales du privé, ce qui a déjà été fait. Le reste, c'est de la volonté de l'employeur. Mais pas appliqué par tout le monde pour l'instant. Voilà, jusque là. Et vous devez à ce propos donner raison au chef de l'État qui, à l'époque, en sensibilisant les acteurs sociaux, notamment les syndicats, leur expliquait bien qu'il s'agissait d'une mesure qui devait être mise en œuvre par chacun d'eux individuellement et par le privé surtout, et que si on allait à un niveau déraisonnable de SMIC, il y avait le risque de voir les employeurs ne pas l'appliquer ou alors procéder à des licenciements massifs. Malgré le niveau auquel nous sommes arrivés d'accord partis, vous faites bien de relever qu'il y a encore des gens qui ne l'appliquent pas. Il y en a toujours qui n'ont jamais appliqué, mais il y en a qui n'appliquent pas déjà là. Et donc,
ce que nous avons à faire, c'est de continuer à sensibiliser. Et maintenant, par ailleurs, notamment s'agissant du SMIC, les services de la Caisse nationale de sécurité sociale demain peuvent faire des contrôles à tout moment, comme il leur arrive de le faire, pour voir si les employeurs payent les cotisations dues à la Caisse et si au moins le SMIC est appliqué. Et là où ça n'est pas appliqué, les sanctions prévues par les tests ne manqueront pas d'être appliquées. Moi, je voudrais demander, vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le porte-parole du gouvernement, que certains chefs d'entreprise se refusent de respecter ces mesures ou vos exhortations par rapport à ces revalorisations-là. Est-ce que le gouvernement ne peut pas mettre un mécanisme en place véritablement pour interpeller ces chefs d'entreprise? Je n'ai vu ça encore nulle part. Depuis le bout de temps que j'ai fait cette expérience de service à la République à ce niveau-là, et en voyant les expériences d'ici et d'ailleurs, je n'ai pas encore vu vraiment un pays où le gouvernement a tranché, décidé pour le secteur privé de comment les choses doivent se faire. Par contre, le gouvernement a la latitude de discuter avec le secteur privé, de l'engager à faire ci ou à faire ça. Après, on va mettre dans la balance la bonne volonté des uns et des autres. Ce que nous pouvons faire, encore une fois, ce sur quoi le gouvernement peut agir directement en parlant avec eux, c'est le SMIC. Ça, au moins, le gouvernement dit, dans mon pays, je voudrais que le salaire minimum que quelqu'un perçoit, quelle que soit sa qualification et quel que soit le secteur où il travaille, ce salaire minimum doit être de tel montant. Et ça, nous l'avons réglé pour le SMIC. À partir de ce moment-là, le reste ou les autres paliers, cela répond à la politique de l'employeur et ce n'est qu'en discutant, en exhortant, en sensibilisant que nous pouvons le faire. Si nous avons obtenu de certaines corporations qu'elles le fassent d'emblée depuis que nous l'avons fait, ça veut dire que c'est possible aussi pour d'autres. Soit ils vont dire peut-être qu'ils n'ont pas encore assez de moyens pour le faire, soit ils sont de mauvaise foi. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est l'œuvre de sensibilisation continue qui pourrait les incliner à faire comme ceux qui ont déjà pris les bonnes mesures. D'accord. Si Romain Santana n'a pas de préoccupation sur ce volet-là, on va poursuivre l'émission en parlant maintenant de la réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes de Grand Nokoué. D'abord, pourquoi vous avez choisi Grand Nokoué? On a choisi le Grand Nokoué d'évidence parce que vous pouvez voir que si l'œuvre de développement du pays fait en sorte d'équilibrer la dynamique de l'État au profit de toutes les régions, il y a quand même une dynamique toute particulière pour le Grand Nokoué, notamment avec le projet asphaltage, avec la société de gestion des déchets solides qui sont à l'œuvre davantage dans ces communes du Grand Nokoué, lesquelles deviennent de plus en plus attractives et en même temps font la vitrine de notre pays. C'est pour ça que dans un premier temps, la mesure s'étend aux communes du Grand Nokoué. Et vous avez dû percevoir les vertus de cette mesure. Mettre fin à cette pollution visuelle, chacun, moi dans une autre vie, et vous aujourd'hui, vous le voyez très bien en tant que professionnel des médias, comment est-ce que les rues, les poteaux électriques, les monuments, les portails, les arbres et tout sont pris d'assaut par des poseurs d'affiches de toutes sortes. Regardez particulièrement, sans autorisation. Regardez, parfois, souvent d'ailleurs, et regardez particulièrement en période électorale ou lors de campagnes commerciales particulières que telle ou telle structure organise. Quand les auteurs ont fini de faire ça et qu'ils ont atteint ou non leur objectif, après, presque personne ne s'occupe de les désinstaller. En dehors de l'aspect politique qui fait obligation aux communes d'avoir nettoyé les panneaux pour l'équité électorale, mais la plupart du temps, et on peut faire un exercice, vos confrères des télés ou même des radios, vous pouvez faire des magazines. Moi, je vois des affiches dans Cotonou qui datent de 96, de 2001, affiches électorales. Et vous voyez, parfois, on pose d'autres dessus, et quand vous allez décortiquer, vous enlevez les strates, vous finissez par voir des affiches qui datent de Mathusalem. Et ça, le gouvernement voulait vraiment que par cette dynamique-là portée par l'État et avec l'accompagnement de tous, nos villes soient de plus en plus propres, attrayantes et que ça soit beau. Et pourquoi vous donnez 3 mois? Oui, 3 mois parce qu'il faut être équitable. La décision est prise. Si vous dites au sorti du Conseil des ministres, il faut que ça se fasse, il y a des gens qui ne s'attendaient pas à ce qu'une telle décision arrive. Et ça pourrait vraiment compromettre leurs activités, voire même leur équilibre financier, sachant qu'ils ont déjà engagé des dépenses. Par contre, nous estimons, au regard des vertus attachées à cette décision, qu'un délai de 3 mois est un moratoire assez équitable qui pourrait permettre aux uns aux autres de s'ajuster afin que,
à partir de la fin de cette année, on n'est plus à voir ce spectacle-là dans les villes du Grand Nokoué. Monsieur le porte-parole du gouvernement, je voudrais demander si cette mesure est applicable aussi en période électorale, ou en période électorale, il y aura une certaine ouverture. Le décret n'a pas distingué. Au contraire, si vous prenez la communication qui le porte, dans les justifications, on a bien visé aussi les poseurs d'affiches en période électorale. Donc, les supports qui ne sont pas autorisés, tout simplement. En période électorale, il faudra donc s'adapter à ce qui sera désormais disponible comme support dans les villes du Grand Nokoué. Sachant par ailleurs que, en dehors du Grand Nokoué, tous autres supports restent encore aujourd'hui utilisables. Ce que je voudrais demander également, est-ce que le gouvernement aussi, en prenant cette décision, peut pas regarder de l'autre côté, peut-être trouver des installations au niveau de ces grandes villes-là, pour qu'au moins des gens puissent afficher s'ils ont des communiqués, même si c'est payant? Non, ça c'est pas le rôle du gouvernement. Le gouvernement déjà ne fait pas commerce, et davantage il ne peut pas faire commerce de détail. Si le gouvernement se met à avoir des panneaux ici, à mettre des supports là, non. Par contre, la dynamique du privé peut faire en sorte que, l'on tienne compte aussi de cette évolution remarquable de nos villes pour installer des équipements de plus en plus modernes, et nous comptons sur notre secteur privé pour s'intéresser à cela. Dites-nous, passé le délai de 3 mois, est-ce que la mesure va être élargie aux autres communes? Non, pour l'instant, le délai de 3 mois, c'est un moratoire. Pour les gens dans le Grand Nokoué. Jusqu'à nouvel ordre, la mesure concerne les communes du Grand Nokoué. Alors, la question maintenant elle est précise. Vous connaissez très bien le mode opératoire. Vous vous réveillez un beau matin et vous voyez les affiches. Comment vous voulez faire la répression? Le décret a prévu justement comment le suivi va être fait et les sanctions aussi en cas de non-observance des dispositions du décret. Vous pouvez être rassuré là-dessus. Est-ce que le gouvernement veut veiller nuitamment pour suivre ceux qui mettent... Il y a des services, il y a les services compétents. Non, ils peuvent voir à tout moment, on peut ne pas voir. Mais une fois que on remarque ça, si ce n'est pas des tracts, on peut connaître l'origine. Si c'est une société commerciale, si c'est un parti politique, si c'est une ONG ou une association qui le fait et que c'est signé, on sait. Donc la responsabilité lui sera imputée, forcément. S'il s'agit d'un tract, les mesures seront prises pour lacérer tout ce qui aura été apposé et les désinstaller. Et si c'est un service d'État? Le service d'État ne se permettrait pas d'aller là où c'est interdit. Vous voyez des municipalités qui procèdent également à la même chose. La preuve, vous les avez interpellés aussi. Depuis mercredi, nous avons un décret. Oui. Avec un moratoire de 3 mois. Je souhaiterais que vous me reposiez la question en décembre 2023 ou en janvier 2024, et nous verrons si, passé le moratoire, il y a encore des contrevenants à cette mesure. Je préfère attendre les élections générales de 2026 avant de vous poser la question, parce que c'est là où on va constater véritablement la finalité de votre décision. Nous serons tous là pour apprécier. Nous allons poursuivre cet entretien avec vous, Wilfried Léandre Ngwedi. Le gouvernement est préoccupé par la mise en place d'un pôle d'excellence en otorhinolaryngologie. Bien entendu, nous sommes dans le secteur de la santé et vous allez très loin pour chercher des experts. Pourquoi? Vous n'avez rien trouvé en Afrique? Soyez rassurés. Oui. Et je vais vous donner une information capitale. Le CHU Namur, que nous avons cité, belge, l'un des experts mondialement reconnu, l'un des experts en ORL, c'est un Béninois, c'est le professeur Lawson. Aujourd'hui, il est retraité, mais je vous certifie que sa réputation, elle est mondiale. C'est des gens qui, pour eux seuls, vous avez des firmes qui sont capables de se déplacer, de faire des équipements dédiés pour les suivre, juste pour les suivre, du fait de leur réputation. Donc, nous cherchons le meilleur pour nos concitoyens. Et le chef de l'État a toujours dit que où que se trouve la compétence, lui, il est prêt à aller la chercher et à y mettre le prix. Nous avons observé que parmi les pathologies responsables des évacuations que nous faisons encore en attendant la mise en service du CHIC à Calavi, et il y a les pathologies liées à l'ORL en général. Donc, c'est une grosse ligne de dépenses. Or, vous avez dû noter que nous avons commencé à faire ici des missions, notamment pour les interventions en chirurgie à cœur ouvert, pour que nos concitoyens qui ont besoin de ces services et qui n'auront jamais tous la chance d'être évacués hors du pays et qui n'ont pas les moyens d'aller le faire à l'étranger, que le service vienne à eux. Et nous avons déjà organisé plusieurs rounds de cela. Et aujourd'hui, nous allons vers l'ORL
pour justement ce que ça représente de part dans les évacuations et dans la perspective de la mise en service du Centre hospitalier international de Calavi pour que ce pôle de compétences soit disponible au moment où le CHIC entre en service. Et comme ça, vous êtes rassurés d'avoir du personnel qualifié à la disposition de nos concitoyens pour la prise en charge de leur pathologie. Pourquoi c'est maintenant que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas suffisamment de ressources même pour former les jeunes? Non. Vous voyez, l'administration de l'État, ce n'est pas une épicerie. Au contraire, vous devriez vous réjouir et nous féliciter de ce sens d'anticipation. Si tout va bien, et Inch'Allah, il n'y a pas de contraintes qui disent autre chose à l'heure où je vous parle, premier trimestre 2024, le CHIC est rendu disponible. En dehors de la branche médecine nucléaire qui viendra postérieurement. Donc, courant premier semestre 2024, en principe, le CHIC est fonctionnel. Rappelez-nous le CHIC. Le Centre hospitalier international de Calavi. C'est le nom de l'hôpital de référence. Tout à fait. Donc, il est opérationnel. Et nous sommes à quelques 6 mois. Si la décision est prise aujourd'hui, vous vous doutez bien que les discussions ont commencé depuis des mois tout au moins. Donc dans 6 mois, on aura des cardiologues de référence mais au Bénin. On a déjà fait venir des cardiologues étrangers ici pour venir faire des opérations de chirurgie à cœur ouvert. D'accord. Les mêmes pourront venir soutenir nos propres cardiologues qui vont monter en compétences exactement comme on va le faire là sur l'ORL. Sur la cardiologie, c'est là où on a besoin de professeurs titulaires pour venir former les notes. Tout à fait. Ouais, donc ils viennent pour aider au renforcement des compétences afin que les notes montent aussi en puissance et à terme soient installées partout, que on ait confiance quand on va dans nos hôpitaux et quand on va particulièrement au CHIC dans quelques années, qu'on soit fier d'être pris en charge intégralement par des Béninois parce qu'ils auront acquis en compétences et que sur la durée, ils auront fait leurs preuves. J'espère que vous n'avez pas oublié les compétences locales, hein, même s'ils sont à la retraite. On a des professeurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là. J'ai eu l'occasion de dire déjà une fois que tous ceux qui seront disponibles et ils sont bienvenus. Il faut peut-être que je vous dise que quand le CHIC va commencer à fonctionner, c'est pas moins de 1028 personnes qu'il faut pour assurer un service optimal de tous les corps confondus, médecins, infirmiers, sages-femmes et autres, 1028 personnes quand même. Et vous n'allez pas penser qu'on va prendre 1028 personnes de l'extérieur pour venir faire. Je suis sûr que le gros lot, ce serait des professionnels béninois auxquels beaucoup de Béninois vous voient champions dans ce domaine-là. Hein. Même si on a été amené parfois à prendre des décisions dans ce sens, il faut interroger la finalité de l'action. Qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que c'est pour le bien de ce gouvernement seul et de ceux qui le constituent, ou est-ce que c'est pour le bien de la masse? Quand on fait venir les spécialistes ici pour venir faire la chirurgie cardiologique cœur ouvert, qui sont les bénéficiaires? Ce sont nos concitoyens. Quand on prend ces mesures-là, vous voyez toujours à qui ça profite. Et moi, à partir du moment où ça profite au peuple, peu importe d'où vient la solution, comme vous le dites et comme nous le disons ici dans l'une de nos langues, vous voyez, on dit que l'homme a vu le serpent et la femme l'a tué. L'essentiel, c'est que le serpent soit mort. En l'espèce, dans l'immédiat, face à l'urgence, il faut traiter les problèmes. Nous trouvons les solutions et à terme, dans quelques années, nous n'aurons pas d'excuses si on continue à importer des compétences alors que les notes seraient montées en puissance pendant ce temps-là. Voilà, mais dans l'immédiat, on peut les amener pour venir accompagner les notes et partager les expériences afin que demain, eux aussi, ils se vendent à la hauteur de leurs compétences. Et monsieur le porte-parole du gouvernement, n'est-il pas bon que le gouvernement offre des bourses aux nouveaux bacheliers, aux étudiants de la faculté des sciences de la santé pour qu'ils puissent se faire former dans ce domaine-là? Mais vous êtes le gouvernement a suffisamment de moyens. Vous faites partie de ceux qui suivent assidûment les décisions du gouvernement parce que je vous ai souvent vu au compte rendu du conseil, aux séances d'échange avec la presse et vous ne pouvez pas avoir oublié tout ce qui a déjà été fait par ce gouvernement en si peu de temps pour le secteur de la santé, notamment en ce qui concerne le recrutement des ressources humaines. Nous avons recruté suffisamment. Nous en avons envoyé en formation, qui sont encore en formation, ils vont finir bientôt. Par exemple, la quarantaine de médecins partis se former pour devenir directeurs d'hôpitaux. Vous voyez tout ça. Les gens, les étudiants à qui on a donné des bourses pour aller se faire former au Sénégal en odontostomatologie, il y a quelques années,
Tout ça, c'est ce gouvernement qui l'a fait. Et si nous avons les moyens de faire davantage, et je pense que c'est ce que vous voulez dire, ce sera avec beaucoup de bonheur que nous le ferions. Oui, mais c'est vrai que vous avez cité le professeur Lawson qui a une grande renommée, une renommée internationale, dans l'objectif ou dans la démarche que le gouvernement poursuit en donnant la formation, en envoyant telle ou en formation à l'extérieur. Est-ce que dans cette prévision de la mise en service de CHIC, est-ce qu'on ne peut pas déjà, ces étudiants qui finissent, les former pour le service ORL que vous voulez rendre vous voulez vraiment moderne, voilà. Est-ce que c'est pas mieux que de faire venir des experts? Ça concerne tout le monde. Monsieur Santana, ça concerne tout le monde. Alors, on va faire un exercice de psychologie. Vous arrivez dans un hôpital, même pas le CHIC, hein. Je suppose que même vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous allez en France. Vous allez dans un hôpital, et puis le médecin qui vient vous accueillir ou qui vous reçoit en consultation, il a peut-être la trentaine, visiblement. Il a la trentaine. Et vous le voyez. Mais à côté, dans le même service, vous voyez quelqu'un d'autre qui a la soixantaine et qui a peut-être déjà accumulé 25-30 ans de pratique. Psychologiquement, vous seriez amené à faire plus confiance à l'ancien, même si le jeune est plus compétent. Si je parle de psychologiquement, pour que mes propos ne soient pas travestis après. Donc, nous, on n'est pas contre le talent jeune. Mais s'il y en a, parmi ceux qui sont partis en formation, ils sont bienvenus. J'ai dit qu'il y a 1028 places. Donc, s'il y en a parmi eux, qui sont bienvenus. Et s'il y a des anciens qui peuvent être là pour les accompagner, leur donner davantage la main, on ne va pas se priver de l'expérience et du vécu de ces anciens. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Nous allons poursuivre cette émission. C'est vrai, on a fait le tour du Conseil des ministres, mais il n'y a pas que ça au Bénin. Il y a l'actualité qui est suffisamment riche. Je vous amène sur un terrain un peu glissant pour vous, il faut le dire, en tant que porte-parole du gouvernement. On n'a pas fini de faire le point de l'ancien projet de construction de siège de l'Assemblée nationale. Mais vous avez envoyé les bulldozers sur le site et ça fait parler sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous. On a fini de faire le point, M. Naoum. On a fini de faire le point. Peut-être à votre niveau. Mais est-ce que vous avez fait le point aux concitoyens? Oui. On a fini de faire le point. Un rapport en bonne et due forme a été déposé. Le gouvernement a sollicité en 2018, de mémoire, une intervention devant la représentation nationale pour exposer dans les menus détails le contenu de ce rapport avec une large diffusion au sein de l'opinion, lequel rapport a conclu à l'impossibilité de maintenir ce bâtiment, de le terminer et d'y déployer des gens qui vont y travailler au risque d'avoir un jour ou l'autre des pertes massives en vies humaines. Donc, on a fini de faire ce point. Le point qui n'avait pas été fait, c'est qu'est-ce que ça devient? Vous devez vous souvenir, le chef d'État avait même lancé une boutade lors de sa tournée de reddition de comptes en disant que est-ce qu'il fallait le conserver, ce sarcophage de la corruption, pour qu'en passant, nous nous rendions compte de l'étendue de nos travers passés. Il avait dit. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase où il va être démoli, vont être préservés les aménagements qui ont été faits, notamment les caniveaux, la voie pavée qui ceinture. Mais je vous rassure tout de suite, oui. Si sa démolition a commencé, c'est parce que nous sommes également très avancés sur le projet qui va être implanté en ces lieux et places. Il s'agira de faire un parc urbain dans Porto Novo avec une arène culturelle. Et vous savez que dans Porto Novo actuellement, il y a des travaux majeurs qui ont déjà commencé, comme celui du musée des Arts Vaudou, comme bientôt la statue du roi Tofa Ier qui va être posée là. Le tout pour contribuer à la requalification de cette ville en tant que capitale de notre pays. Donc, à cet endroit-là, oui, il va y avoir, dans quelques temps, un parc urbain avec une arène culturelle. Les avant-projets sommaires de ce projet ont déjà été faits. À l'heure où je vous parle, nous sommes à l'étape de l'avant-projet détaillé qui précède la réalisation effective du chantier. Et donc, d'après ce que disent les techniciens, la fin de cette année, au plus tard, devrait voir démarrer ce chantier. Et vous comprendrez alors qu'il faudrait dégager le terrain, faire en sorte qu'il soit disponible pour la mise en œuvre du projet. Les sanctions. Voilà, c'est ce que je les sanctions, il y en a eu déjà des sanctions. S'il y en a d'autres qui doivent
venir à un moment ou à un autre, elles viendront. Je ne sais pas de mémoire tout le détail du rapport, mais je sais qu'il y a eu des sanctions avant. Peut-être après ce rapport, est-ce qu'il y a des responsabilités particulières qui ont été épinglées et qui n'avaient pas encore été mises en œuvre vis-à-vis des personnes? Et je ne sais pas à l'heure où je vous parle, mais si des sanctions devraient arriver demain à l'encontre de tel ou tel, la République ne manquera pas de le faire. Donc, pour le gouvernement, il faut passer à autre chose. Pour le gouvernement, aujourd'hui, le projet qui arrive pour soutenir la requalification en cours de la ville de Porto-Novo, c'est un projet essentiel. L'endroit identifié pour le porter, c'est là. Et il est urgent maintenant de libérer l'espace pour que la mise en œuvre du projet commence. D'accord. Romain Santana. Monsieur le porte-parole, bientôt les assises démographiques ou sur la démographie. C'est vrai que jusque-là, nous ne connaissons pas encore la date. Mais il est important aujourd'hui que vous puissiez nous situer sur la date et de comment est-ce que ça va se passer concrètement. Vous voulez parler des assises nationales sur la croissance démographique et le développement. Et vous avez dû observer que de la semaine dernière à cette semaine, nous avons... C'est pas la bonne définition, hein. C'est l'assise nationale de réduction des naissances. Non, vous n'y êtes pas du tout. Et c'est pas moi. Vous n'y êtes pas, mais je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer. Allez-y. Monsieur Naoum, je vais vous rassurer. Et depuis la semaine dernière à cette semaine, nous avons rencontré les acteurs des médias d'abord. Et puis, la journée de jeudi 14, nous étions face aux membres des CODIR de l'ensemble des ministères, les comités de direction de l'ensemble des ministères, pour leur exposer la thématique en attendant les prochaines phases, lesquelles vont concerner la rencontre du chef de l'État avec les partis politiques, parce que c'est une question qui n'est pas politique, encore moins politicienne. Même si certains acteurs politiques ont envie d'en faire un sujet politicien, le gouvernement considère que ça n'est pas un sujet de politique politicienne. Donc le chef de l'État va discuter avec les acteurs des partis politiques. Tous les partis politiques seront invités. Tous ceux qui voudront être là, ils seront là pour qu'on leur explique l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, de façon structurelle, on observe que de 1979 à 2013, notre population a quadruplé. Nous avons un indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme au Bénin, en moyenne, c'est 6 enfants. 6. Quand je dis 6, je parle d'une moyenne. Il y a des femmes qui n'en font pas du tout. Il y en a qui font 1 ou 2. Il y en a qui font 14, il y en a qui font 17, il y en a qui font 12, il y en a qui font 8. Quand vous prenez toutes les femmes du Bénin, sachant qu'elles représentent à peu près 52% de la population, quand vous les prenez toutes et que vous additionnez le nombre d'enfants que chacune a fait ou n'a pas fait et vous divisez par le nombre de femmes, vous arrivez à 6 à peu près. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 6 enfants par femme au Bénin. Voilà la dynamique. Cette dynamique fait que si rien n'est fait et que nous continuons dans ce sens, nous projetons à l'horizon 2030, 2040, 2050, rapporté aux ressources dont dispose ou dont disposera le pays, les naissances évoluant à un rythme exponentiel, les ressources à un rythme plutôt arithmétique, il va y avoir une dichotomie entre la population et les ressources disponibles pour satisfaire les besoins de la population. Donc, un État responsable, quand il voit cette tendance-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assied, il dit, si nous continuons ainsi, nous risquons d'aller vers le scénario Wahala. Pour faire court et schématiser, Monsieur Santana, lorsque vous vous mariez, vous décidez avec votre épouse que vous auriez 5 enfants. Mettons, que vous auriez 5 enfants. Et vous planifiez que vous allez les avoir avec un espacement de 2-3 ans, par exemple. Et puis au premier geste, votre épouse, elle va à l'hôpital, elle fait des quintuplés. Vous êtes heureux? Mais vous êtes préoccupé, n'est-ce pas? Vraiment. Parce que les ressources que vous avez prévues pour prendre en charge un ne peuvent pas vous permettre de prendre efficacement en charge les 5 à la fois. Alors que vous avez prévu que vous pourriez faire 5 et les entretenir, mais en espaçant. Lorsque tout vous vient en même temps, c'est un problème. Un deuxième exemple, pour faire court, on a fini la présentation avec les CODIR ce jeudi par 2 images subliminales. L'une qui montre un espace de terre qui a reçu 10 000 mètres cubes d'eau en un jour ou en quelques heures et 10 000 mètres cubes d'eau pour un autre en 3 mois. Est-ce que vous voyez la différence? Là où 10 000 mètres cubes d'eau sont tombés en quelques heures, c'est le déluge. Exactement comme ça se passe dans certains pays actuellement dans le monde. Mais là où les 10 000 mètres cubes d'eau sont tombés
de façon espacée sur plusieurs mois, on a vu un grand champ de maïs, donc la verdure est là, et ça promet une belle récolte très prochainement. La même logique vaut pour l'État. Et c'est pour ça que le gouvernement dit que la vraie question pour nous, ce n'est pas la taille de notre population. Le gouvernement ne dit pas qu'à 13 millions, le Bénin est trop peuplé aujourd'hui, ni qu'on est sous-peuplé. Par contre, le gouvernement dit, avec ce niveau de population, rapporté aux ressources dont nous disposons, si nous ne faisons rien et que ça continue ainsi, les manques que nous avons aujourd'hui, les plaintes que nous avons, les Béninois qui viennent après nous vont perpétuer les mêmes plaintes et les mêmes manques. Regardez aujourd'hui, nous faisons cantine scolaire. Nous sommes, avant la rentrée qui vient là, nous sommes à 1 035 000 enfants qui ont un repas chaud. Et nous sommes à 75% de couverture. J'ai des parents, quand je fais le tour du pays, qui disent qu'il faut passer à 2 repas. Et moi, je leur dis, oui, on veut bien. Mais attendez que ceux qui n'ont pas encore un aussi puissent avoir un. Vous voyez bien, hein? Si on avait suffisamment pour tout le monde, on ferait même les 2. Peut-être même qu'on va donner goûter en plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, un gouvernement qui voit ça, il pense aussi à ses successeurs. Comment je fais pour que ceux qui viennent après moi, ils aient la tâche plus allégée, pour que les populations vivent mieux. Monsieur Naoum, c'est ça qui fonde notre démarche. Ce n'est pas pour limiter les naissances. Non, ce n'est pas ça. Donc, la finalité, vous l'aurez remarqué vous-même, c'est d'en appeler à la parentalité responsable, afin que celui qui a les moyens d'en faire un, qu'il fasse un et qu'il l'entretienne bien. Celui qui peut faire 3, qu'il fasse 3. Maintenant, les assises peuvent dire, au regard des données objectives, probantes, qui seront présentées, les assises peuvent dire, ah oui, quand on regarde ça, idéalement au Bénin, pour atteindre le seuil d'équilibre dont on a besoin, il faudrait peut-être que désormais, par femme, au Bénin, on arrive à une fourchette de 3, 4 ou 5 au lieu d'être à 6 ou 7. Les assises peuvent dire ça. Et après, la sensibilisation va faire son œuvre pour que les uns et les autres comprennent qu'il faut espacer les naissances, qu'il faut faire les enfants suivant le rythme qu'ils veulent, suivant leurs moyens, et ne pas en faire en pensant que tel cousin qui est dans telle ville ou tel oncle qui est là a plus de moyens, je vais lui envoyer 2 ou 3 pour qu'il m'aide à les garder. Donc vous faites la promesse oui, aux citoyens de ce pays qu'au cours des assises, vous allez recueillir l'avis des populations comme cela se doit. Mais c'est pour ça que nous avons commencé ce qui est fait, et les prochaines phases, j'ai commencé à dire, il y aura les rencontres avec les religieux, il y aura les rencontres avec les corps constitués de la République, et après, nous irons dans les 77 communes, discuter avec les populations, dans les langues. Donc rien ne sera imposé aux communautés. Justement, dans les langues. Et après, puisque vous parliez d'agenda, tout ça va se faire courant septembre, octobre, et puis, probablement, en novembre, première quinzaine de novembre, les assises pourraient se tenir à Cotonou, avec quand même 1200 participants. 1200 participants qui vont être organisés, et les débats vont se faire dans les langues encore cette fois-ci, porter à la connaissance de tout le monde. Les populations même diront, ah, sur la base des renseignements que nous avons et que nous ne connaissions pas, oui, on pense qu'il faut vraiment faire quelque chose, et le quelque chose, ensemble, on va le dire. Mais le gouvernement ne se lève pas pour dire, désormais vous faites un enfant, vous faites 2. Vous voyez, il y a eu tellement de récupération et de manipulation des masses, parce que malheureusement, il y en a dont la responsabilité aujourd'hui se limite à ça, pendant que d'autres, leur responsabilité, c'est de voir aujourd'hui, mais c'est aussi de voir demain comment on fait pour que les Béninois d'aujourd'hui et de demain vivent mieux. Mais par rapport à cette question ou cette préoccupation, vous pensez réellement que la sensibilisation peut aider en quelque chose? Parce que sur bien d'autres sujets, nous avons vu le Béninois être sensibilisé, mais ça n'a jamais prospéré. Nous allons nous y mettre tous ensemble. Vous savez, nous sommes quand même en 2023, et nous avons fait le benchmarking de cette problématique pour voir ailleurs les expériences qu'il y a eu. Figurez-vous que des États en Europe, et pas des moindres, ont recouru parfois jusqu'à la castration. Ouais. Non, sérieusement. Ça vous traverse l'esprit? Non, monsieur Naou, vous aussi. D'accord. Vous aussi. Certains, s'il vous plaît. Donc, certains ont fait ça. D'autres ont imposé carrément, en Europe comme ailleurs, le nombre d'enfants qu'il faut. Mais je vous ai dit, nous sommes en 2023. Nous allons procéder par beaucoup de sensibilisation après que les assises auront dégagé une ligne de conduite pour notre pays. Nous allons procéder par beaucoup de sensibilisation. Monsieur le porte-parole du gouvernement, depuis quelques jours, certains médias de la sous-région parlent de navires français en stationnement au Bénin en attendant d'être déployés pour des combats contre le Niger.
cette information est-elle effective? Qu'en est-il réellement? J'ajoute en même temps, pour que la réponse soit unique, est-ce qu'il y a une base militaire à Kandi? Je précise, une base militaire française. Il n'y a aucune base militaire française au Bénin. Aucune. À Kandi, nous avons des instructeurs français, belges, américains qui viennent renforcer les capacités des nôtres. Je suis formel. Nous n'avons aucun accord de coopération militaire avec la France qui institue une base militaire française au Bénin. Il n'y en a pas. Ensuite, par rapport à ce navire, et vous avez dû noter que déjà il n'est plus dans les eaux béninoises, où ceux qui étaient allés filmer ne sont pas retournés vous dire que le navire n'est plus là. Ce navire, pour vous faire son historique, périodiquement, l'armée béninoise, avec l'armée française et parfois d'autres comme la Belgique et autres, organise des sessions de renforcement des capacités ou des exercices pratiques avec l'armée béninoise et parfois avec d'autres armées de la sous-région. Dans le cadre de la dernière session de ces exercices, la demande reçue des autorités françaises pour que ce navire arrive ici a été introduite au ministère de la Défense le 7 juillet 2023. Le 7 juillet 2023. Quand est-ce que les événements et le coup de force en cours au Niger est intervenu? Des semaines après, le 7 juillet. Et l'exercice était censé se tenir du 6 au 11 septembre. À l'heure où je vous parle, c'est fini depuis et ce navire n'est plus là. Sauf que ceux qui ont intérêt à l'intoxication, à la manipulation, ne sont pas retournés filmer les eaux et du port de Cotonou pour vous dire que le navire qu'il vous présentait pour être ci ou ça, il a disparu parce qu'il a fini sa mission et il est reparti. L'autre information, la junte au pouvoir au Niger a annoncé la rupture de l'accord militaire qui lie le Bénin et le Niger. Mais depuis cette annonce, nous n'avons pas eu une réaction du gouvernement béninois. Parce qu'il n'y a rien à leur dire. Pourquoi? Il n'y a rien à leur dire. Vous n'avez rien à leur dire, Votre tout simplement. Partenaire met fin à votre accord. Notre partenaire, nous, c'est le Niger. Ce n'est pas la junte. Notre partenaire, c'est le Niger. Donc, il n'y a rien à leur dire. Et qu'aujourd'hui, c'est la junte qui dirige le Niger aujourd'hui. Notre partenaire, c'est le Niger. Jusqu'à nouvel ordre. C'est pas la junte. Vous ne les considérez pas comme... Il n'y a rien à leur dire. Quels sont aujourd'hui, monsieur le porte-parole du gouvernement, les impacts de cette crise sur le Bénin? De quel point de vue? La fermeture des frontières. Si c'est de ça que vous voulez parler. Les produits qui pourrissent. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, et j'ai dit avant, et je peux le redire ici, si chacun des États de la CEDEAO devrait regarder ses intérêts, peut-être que la communauté aurait déjà disparu, et en tout cas, rien ne se ferait. Je vous vois ici, je suppose que vous êtes tous amateurs de sport et de football en particulier. Et quand on joue et qu'il y a un autogol, généralement il est involontaire, et puis ça nous fait mal. Mais imaginez un instant que vous appartenez à une équipe qui sur le terrain peut-être est à quelques instants de la victoire et qu'un de vos partenaires prenne la balle dans sa défense, se retourne face à son gardien et tire dans le filet. Autogol consenti, volontaire, n'est-ce pas? Vous vivrez ça comment? Comme une trahison. Comme on le dit en fond et ou pas. Et vous vivrez ça comme une trahison, n'est-ce pas? Comment vous pouvez envisager que des pays membres de la CEDEAO, ayant pris part aux assises, lesquelles ont débouché sur des décisions, sortent de là et fassent le contraire de ce qui aura été décidé? Ces pays n'apparaîtraient plus comme responsables. Et c'est pour ça qu'il est utile de rappeler toujours que le Bénin n'a pas de façon unilatérale pris une décision à l'encontre du Niger ou de la junte au Niger. Le Bénin a appliqué les décisions de la CEDEAO. Malgré cela, s'il vous plaît, parce qu'ils ne le disent pas assez. C'est notre président qui a porté la voix. Pas que lui. Malgré cela, est-ce que vous savez, vous, que le Bénin a quand même autorisé les Nations Unies à procéder à un cordon humanitaire pour diriger des produits vers le Niger? Ça veut dire qu'on n'est pas sauvage. Maintenant, si vous allez à la frontière à Malanville et que vous voyez que les produits, même cargaisons de l'ONU, ne sont pas allés de l'autre côté, vous interrogerez certainement ceux qui auront décidé de ne pas leur permettre de rentrer au Niger pour les raisons que eux seuls connaissent. Mais nous, de façon formelle,
nous avons donné notre accord à l'ONU pour qu'il y ait un cordon humanitaire, parce que c'est un produit de première nécessité, même des vivres peuvent aller là-bas. Mais pour ce qui concerne le Bénin en tant que membre de la CEDEAO, les décisions prises par la communauté s'imposent à nous et nous les appliquons. Donc, les conséquences pour nous, oui, c'est que pour l'instant, il y a quand même un manque à gagner par rapport aux activités, le flux commercial entre le Bénin et le Niger. Pendant ce temps, il n'est pas de la même ampleur que ce qu'il se passait avant. C'est formel, on ne peut pas s'en cacher. Mais fort heureusement, nous avions travaillé en amont à faire en sorte que notre port soit plus compétitif, et cela permet aussi d'atténuer par ailleurs les manques à gagner que nous enregistrons d'une certaine part. Je vous sais particulièrement non violent. Donc quand on parle de guerre ou opération militaire, est-ce que fondamentalement vous n'allez pas retourner à la CEDEAO pour dire bon, il faut commencer à oublier cette affaire? Ou bien c'est déjà oublié? Je viens de vous dire maintenant que le président Patrice Talon et son gouvernement ont autorisé l'ONU à déployer un cordon humanitaire. Ce qui veut dire qu'il y a de l'humanisme encore à l'œuvre. Si demain, la CEDEAO se réunit, inventorie la situation et décide qu'il faille actualiser les mesures pour déboucher éventuellement sur telle ou telle décision, le Bénin est membre de la CEDEAO. Le Bénin est un partenaire responsable et fiable. Nous allons appliquer les décisions qui auront été prises au sein de la CEDEAO et qui dès lors s'imposeront à l'ensemble des membres. C'est tout. Alors, monsieur le porte-parole, le chef de l'État s'était rendu en Chine la fois dernière et au cours de son séjour a décidé de la suppression du visa pour les Chinois. Qu'en sera-t-il pour les Béninois qui veulent aller en Chine? Quand je sais où vous voulez en venir, je vais faire la réciprocité. Je vous explique terre à terre. Lorsque en 2017, je pense début 2017 ou fin 2016, le président de la République a annoncé que le visa est gratuit pour les Africains qui doivent venir ici, vous n'avez pas posé la question de savoir et le Béninois qui veut aller dans tel autre pays africain. D'accord, c'est des Africains. Et les autres ne sont pas des humains. Les Chinois, ils ne sont pas des humains, n'est-ce pas? Alors, voyez, en la matière, les États ont parfois ce qu'on appelle des accords de coopération qui font qu'ils peuvent décider de telle chose et sa réciprocité. Ok? Nous avons décidé pour les pays africains. Si vous allez sur le site du ministère des Affaires étrangères, diplomatie-benin.gouv.bj, si vous allez sur ce site-là, vous allez voir la liste des pays, par exemple, qui permettent aux Béninois de venir chez eux sans visa. Tous les pays africains ne sont pas encore dessus. Donc, c'est vous dire que même par rapport aux pays africains, la réciprocité n'est pas tout à fait de mise. S'agissant de la Chine, il faut savoir que c'est depuis 1992, qu'il y a un accord entre le Bénin et la Chine pour exempter les titulaires de passeports diplomatiques, passeports de service et passeports ordinaires munis d'ordre de mission. Pour les passeports ordinaires, leur titulaire à ne pas recourir au visa pour entrer en Chine. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, quand le chef d'État annonce que les Chinois qui veulent arriver ici seront exemptés de visa, c'est une continuation de ce qu'il y avait en place. Maintenant, oui, il nous appartient de continuer à travailler avec nos partenaires chinois pour que un jour ou l'autre, ils arrivent à la conclusion que ce serait pertinent pour eux aussi d'accueillir les Béninois chez eux sans visa. Mais attention, on dit que en relations internationales, les États n'ont que des intérêts. Si on a pris la décision quand même, ça n'est pas que pour les beaux yeux des Chinois, c'est parce que nous voulons que notre pays devienne une grande destination touristique. Or, interrogez toutes les grandes destinations touristiques au monde aujourd'hui et vous voyez ce que représente la part de Chinois qui visitent ces pays. Et vous allez voir ce que cela permet de gagner. Un pays comme le Maroc, quand il a pris cette mesure, vous verrez que ces chiffres de fréquentation de sites touristiques par les Chinois sont passés globalement de 2 millions à peu près à plus de 20 millions, soit un décuplement de ce chiffre-là. Et nous disons que nous voulons faire du Bénin désormais aussi une destination touristique majeure. Si nous acceptons que les autres viennent et nous savons que, bon, aujourd'hui il y a une bonne classe moyenne en Chine qui aime aller voir le monde, nous leur vantons ce qu'il y a de bien chez nous. Si nous commençons à avoir 1 million, 2 millions de visiteurs chinois par an, voyez ce que ça va rapporter à nos hôtels, à nos restaurants, à nos commerces, à nos moyens de déplacement.
C'est de ça aussi qu'il s'agit et c'est bien à ça que nous pensons lorsque nous disons qu'ils sont exemptés. Maintenant, en pratique, il faut savoir que quand on dit ça, c'est pour les courts séjours. Ce n'est pas un permis pour venir s'installer au Bénin. Non, c'est pour des séjours de 30 jours. En général. À l'envahissement va être non, donc c'est pour des courts séjours. 30 jours, en général, en entrée unique ou multiple, c'est pour des courts séjours. Et donc, il ne faut pas que l'on craigne. Par contre, voyons ce que cela nous promet comme retombée pour notre économie, pour notre tourisme. Et c'est ça qui fonde cette décision. Nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous. Et donc, votre mot de fin, Wilfried Léon Ngwedi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement du Bénin. Et je n'aurais qu'à vous remercier, vous-même, Monsieur Naoum et tous vos confrères, pour m'avoir invité à cet exercice. J'espère avoir apporté des réponses satisfaisantes à vos préoccupations et au-delà de vos personnes, aux préoccupations de nos concitoyens. Et voilà, Merci. Je voudrais personnellement vous envoyer en mission au regard des réactions que nous avons de nos auditeurs. La vie coûte trop cher au Bénin. Le gouvernement doit travailler, accompagner les orphelins, accompagner les pauvres pour vraiment relever le niveau de vie. Nous allons accompagner tout le monde. Nous sommes tous des Béninois et nous connaissons ça. Et si on a l'habitude d'acheter à Tapotevic pour 500 francs au bord de la voie, vous avez fini avec ça. Vous croyez d'aller manger à Bobo pour 200 à Bégamé sous l'arbre là avec les aimes ou d'acheter à Douai 500 francs avec du pain ou 300 francs avec du pain. Si on fait ça, même aujourd'hui encore de notre position, c'est parce que nous connaissons le marché réel. Le gouvernement fait ce qu'il est en capacité de faire aujourd'hui au regard des moyens dont nous disposons. Et c'est ça qui donne encore une fois de plus raison au gouvernement de penser à la question de la démographie. D'accord. Si nous avons, Monsieur Naoum, tout à l'heure j'ai dit que nous sommes à 1 035 000 enfants du Bénin qui mangent dans nos écoles primaires publiques. Si nous ne faisons rien, dans 10 ans nous aurons peut-être 5 millions d'enfants pour lesquels il n'y aurait pas de moyens. D'accord. Or, nous voudrons bien qu'il ait. Quand je finis là-dessus, parce que rapidement. Penser à tout le monde, c'est ce qu'on fait. Le ministère des Affaires sociales voyait toute l'assistance qu'il apporte à diverses couches. Les pauvres extrêmes et non extrêmes que nous avons recensés dans le cadre de Arche, nous sommes pratiquement à 3 millions de Béninois dans la base, dont il faut s'occuper de l'assurance maladie intégralement parce qu'ils sont pauvres extrêmes ou à moitié parce qu'ils sont pauvres non extrêmes. Donc c'est pour dire à nos auditeurs que nous faisons des efforts, mais bien évidemment, il reste à en faire, il faut amplifier et c'est pour ça qu'il faut travailler à ce que le pays soit de plus en plus riche et que la démographie galopante soit maîtrisée aussi. Merci beaucoup à vous, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Monsieur Wilfried Léon Ngwedi. Vous étiez donc dans nos murs sur Radio Cotonou, accompagné de 3 autres confrères, Cyprien Lokossou de la Radio Nationale, Aristide Setting de Radio Tokba et Franck Romain Santana de Bip Radio. Et nous vous disons merci de votre passage par ici. On vous espère pour le même exercice, pourquoi pas, toujours pour apporter la lumière aux populations. À la coordination de cette émission, Honoré Benjamin Naoum, Patrice Bédia a assuré donc la mise en œuvre.